chocolat, non? Ouais, chocolat. Donc l'actif, c'est ce qu'on mange en chocolat. Le passif, c'est le chocolat qu'on a besoin pour faire le chocolat qu'on mange. Bah, tu vois, c'est la seule chose que j'ai entendue depuis le début. Voilà. Bosch, l'actif, c'est qu'est-ce que c'est qu'on possède? Qu'est-ce que c'est qu'on possède? On possède des terrains de forêt à hauteur de 81 188,14 €, valeur d'achat, frais de notaire compris, depuis le début de l'association. On possède des machines. Qu'en tout, on en a acheté pour 75 697 € et 1 centime, moins l'amortissement depuis qu'on les a. On en est aujourd'hui à un reste de 40, j'ai pas fait les additions avant, 43 000 et quelques, 43 800 à peu près. Donc ça, c'est ce qu'on a en valeur de machine. Voilà, ça fait qu'on possède au jour d'aujourd'hui en valeur 126 000 €, 70 € et 70 centimes de matériel et terrain compris. Donc si on revend tout, eh ben on a de la vache. Bon, on va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a des trucs qui traînent, genre il nous reste du gasoil dans la cuve pour 300 €. Il nous reste des sous que des gens nous doivent. Ouais, quand même. Oui. Moi. Ah, j'ai pas un actif fin 2024. Au 31 décembre 2024, on avait quand même encore 8 322 € de factures non réglées. Non, ça c'est pas moi. Si, t'en fais partie. Pas autant. Et 2700,25 € de dons que des gens nous avaient promis ou qu'ils avaient payé, mais que Hello Asso il n'avait pas encore donné à nous. Voilà. Plus 1000 € de qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, j'ai vraiment pas préparé. Je suis désolé. Ah, si, 1000 € c'est des. Pardon, excusez-moi. C'est parce qu'on avait un terrain en cours d'achat et du coup, c'est des sous qui étaient chez le notaire qui n'étaient pas encore affectés comme il fallait. Voilà. Parce que on avait avancé l'achat d'un terrain, mais la signature s'est faite en 25, donc voilà, c'était pas encore. Donc on avait déjà payé le début. Voilà, avec tout ça, on avait 20 000 € sur ce compte, 20 800 €. Donc ça fait un actif circulant, donc ça c'est tout, voilà, ce qu'on nous doit, ce qu'on a en truc de 33 399 €, soit un total général de l'actif de 159 469,79 €. Donc ça c'est ce que l'asso est là, 159 469,79 €. Je vérifie en direct, j'avais oublié de le faire, mais le passif c'est le même chiffre, donc je ne me suis pas planté, j'ai triché comme il faut. Qu'est-ce que j'ai bien triché? Le report à nouveau, donc c'est les résultats des exercices d'avant, 129 000 €, plus le résultat de l'exercice de l'année d'avant de 19 000 €. Et après, le reste du passif, c'est qu'est-ce qu'on doit à des gens, qu'on doit toujours des sous à des gens. Donc, il y avait 400 € de factures pas payées, c'est pas bien. Plus 30 € de frais d'avancée par des bénévoles qu'on n'avait pas encore remboursés, c'est pas bien. Et toujours 7 500 € de prêts qui nous reste à rembourser à notre généreux donateur. Voilà, qu'on rembourse petit à petit, mais toujours. Généreux mécène. Mécène. Prêteur. Prêteur. Merci de corriger. Voilà. Donc, ça c'est voilà, le même chiffre. Soit une augmentation, puisque le tableau il le dit, c'est pas moi qui le calcule, de 7% en un an. Voilà. Hein, mieux que le PIB, mieux que tout ça. Nous, on met des points forts. On augmente l'inflation. Allez. Et dernier tableau que j'ai pour vous dire vite fait où est-ce qu'on en est, parce que je fais de la comptabilité analytique qui dit, c'est-à-dire qu'il y a des postes où on sait les sous à quoi ils sont, que sur l'année, le poste de la Syrie a créé un excédent de 11 558 €, sur un résultat net de l'année de 10 823 €, donc on se rend compte que l'excédent de l'année, en fait, c'est le travail de la Syrie. Voilà. Que tous les autres postes de l'association, ils ne sont pas bénéficiaires, donc c'est grâce au, comme on le dit depuis le début, c'est parce qu'il y a cette activité économique qui permet que le reste de l'asso avance. Voilà. Et autre chiffre que je peux citer, qui pourra servir plus tard dans les perspectives, c'est que dans les analyses, dans les affectations comptables,
la ligne budgétaire affectée à l'achat de foncier est créditrice de 5 500 € à la fin de l'année 2024. Donc ça, c'est des sous qui sont dédiés à l'achat de forêt. Et la plupart, c'est les dons que les gens ont décidé de faire spécifiquement pour l'achat de forêt. Donc il reste 5 500 € à affecter pour de l'achat de forêt. Et peut-être un peu plus aujourd'hui encore, mais je sais plus. Voilà. Voilà le bilan. De toute façon, il n'y a pas besoin de voter, vous avez déjà voté avant. Oui. Hein? T'as oublié, cette année encore, on a un don d'une valeur de 0 € par la société Farge Pivetobois. Ah. Et ça tombe bien parce qu'on ne leur donne rien non plus. Donc voilà. Voilà pour moi. C'est équilibré. J'avais une question. Ouais. Pour les travaux pour la Syrie, vous facturez les prestations? Quand on travaille avec la SCI, tu dis? Oui, c'est ça. Oui, on facture la prestation. Ça apparaît dans la... Eh ben, c'est le chiffre de prestation sillage à façon, 20 631,39 €. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est l'ensemble des factures de sillage à façon sur l'année 2024. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce que là, il faut charger un maximum. Ouais, on va doubler le prix d'ailleurs. Ah, je n'ai pas encore fait la facture, tiens, c'est dommage. Le terrain en location, c'est lequel en fait? Oui. C'est tous les terrains à Ilmont sur lesquels il y a le hangar et tout ça. Et ça, c'est le le hangar. D'accord. Ouais. Alors, ouais, t'étais pas là à 10 Oui, heures. tu es arrivé en retard. Voilà. Ah ben voilà. Il faut répéter. Non, c'est ce qu'on a expliqué, c'est que au moment du début du projet, l'association n'avait pas du tout les finances pour acheter un terrain constructible et financer un bâtiment et tout ça. Donc c'est une SCI qui s'est montée indépendante par des gens de l'association pour investir dans le terrain, investir dans le bâtiment, payer les travaux, payer les gens qui venaient, tout ça. Et du coup, l'asso paye un loyer. à la SCI, d'accord. Voilà. Et la SCI, c'est des membres de... C'est des membres de l'association. Ah, ok, c'est rassurant. Oui, oui. Ok, ok. C'est Voilà. ça. Après, c'est vrai que c'est un point qui... Pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça? Il y avait le fait que l'asso n'ait pas forcément les fonds pour investir. Et il y avait aussi, je me souviens d'une discussion, c'est que sans doute, alors après, c'est pas une certitude, mais c'était un sentiment, que ça aurait été peut-être compliqué à faire passer comme projet auprès des adhérents adhérentes, qui donnent très souvent pour l'achat de forêt. Voilà, de dire que une grosse partie des dons allait être affectée pour un projet de construction et d'artisanat, et que des fois il y a parfois un décalage entre c'est pour ça que, comme a dit Antoine, il y a des dons qui sont préaffectés, il y a un montant qui est réservé à l'achat de foncier, parce qu'en pratique il y a beaucoup de dons où les donateurs, donatrices souhaitent que ça serve à ça. Okay. Alors pour ceux qui ont peur que ce soit un montage financier bizarre, juste en chiffre rapide, savoir qu'à coût de ce loyer-là, par rapport au prix du terrain plus de la construction, le montant du loyer, ce sera remboursé à peu près dans 35 ans. Donc dans 35 ans, on aura remboursé le prix d'achat du terrain et de la construction, sans compter les impôts faciés pendant 35 ans. Donc je ne pense pas que ce soit un montage financier pour arnaquer l'association. Si je reviens chez les impôts, c'est considéré comme un bâtiment artisanal, je sais pas, il y a des impôts spéciaux. C'est la taxe foncière. Après, est-ce que les taux sont différents? Je ne sais pas. Mais il y a juste la taxe foncière. En tout cas, ça préserve le matériel. Oui. On rebondit. S'il y a d'autres questions, bon. Quand tu parles des coûts de la construction, c'est quoi? Parce que comme il y a eu des bénévoles et que le bois on n'a pas payé, donc c'est pas la construction du hangar, c'est les frais un peu annexes, Il y a, tout ça. alors il y a le coût d'achat du terrain. Et après, le chantier de construction, il y a quand même eu des professionnels qui ont été payés sur la charpente, il y a quand même des matériaux qui ont été achetés. Il y a le coût du sillage. Il y a le coût du sillage qui a été en partie pris. Ça, c'est interne à l'association, c'est un jeu d'écriture. Non, c'est la SCI qui a payé les frais de sillage à l'association pour scier le bois.
On est honnête, à prix coûtant, mais on l'a payé, ça a été payé quand même. Parce que le hangar, en fait, formellement, il est propriété de l'association ou de la SCI? Il est propriété de la SCI. Et il est loué à l'association. Mais c'est l'association qui a l'usage de Donc l'ensemble. le propriétaire a payé toutes les charges et l'association paye un loyer. Et comme disait Antoine, loyer modique, parce qu'en fait c'était juste, bon bah l'association n'avait pas les fonds, il y a 3 adhérents qui se sont dit, bon là il y a un besoin, voilà, c'était l'idée. Et j'avais une autre question par simple curiosité, quand vous parlez des donateurs, majoritairement, je ne demande pas les noms, mais majoritairement c'est des gens de la région, ou c'est des gens, comment les gens sont amenés à donner à l'association? Par quelle information, circuit, parce qu'on a une vision là-dessus? La vision que j'en ai moi, alors je ne fais pas d'analyse statistique, hein, je ne m'amuse pas à ça. Historiquement, il y a eu énormément de donateurs les premières années, 2018-2019, quand on a lancé l'association, qu'on a vraiment fait une campagne, et que c'était le début de la question de la forêt, que d'un coup on en parlait, le temps des forêts est sorti, enfin voilà, voilà. Et donc je pense qu'une grosse partie des donateurs réguliers, c'est des gens en fait qui chaque année renouvellent leur adhésion et leurs dons. En termes de nombre, je pense qu'aujourd'hui ça s'équilibre entre les gens vraiment corréziens et les dons qui arrivent de gens qui soutiennent l'association de plus loin. En termes de nombre de personnes, je crois que ça s'équilibre à peu près. Mais c'est des gens réguliers. Enfin, on ne fait plus de campagne d'information là-dessus, parce qu'on n'a plus l'énergie de le faire. Hein, ça pourrait se relancer, ça peut se faire. Parce que mine de rien, on voit que... Avis au métier. On voit que sur enfin, c'est pas rien, quoi. 13 000 €, ça finance quand même pas mal de choses pour que l'association ait de l'activité. Mais voilà, il faut de l'énergie, c'est un travail. Voilà, là c'est plus des donateurs réguliers, des gens qui nous connaissent et qui renouvellent. Vous refaites un mailing par les mails que vous avez ou pour les relancer, justement ceux qui sont loin? Bah, à chaque moment des AG ou à la nouvelle année, c'est... C'est là que vous refaites un petit mailing Après, dans tous les cas, suite au dimanche en forêt, bien souvent, il y a mailing list sur qu'est-ce qui est fait par l'association sur cette année. Et puis après, l'autre moyen, c'est, même si cette année, enfin oui, je parle de l'année en cours là, on a fait un petit peu moins de choses, mais on est pas mal invité sur des événements. Et c'est aussi sur ces événements-là que bien souvent les gens nous connaissent, adhèrent, font circuler l'information, nous donnent. Voilà. J'ai une petite question. Je crois, si j'ai bien écouté Antoine, il n'y a pas eu d'acquisition de forêt? 2024, non. Non. Il y a et je voulais demander, parce que je ne me rappelle plus de l'AG de l'année dernière, est-ce que c'était une décision d'arrêter l'acquisition des forêts ou est-ce que ça ne s'est pas présenté? En fait, je dis non, mais c'est ce que je disais sur les 1 000 € que je me rappelais plus ce que c'était. Il y avait un projet d'acquisition qui s'est concrétisé en 2025. Ah là, voilà. D'accord. Mais il y avait eu les acomptes versés chez le notaire, donc il y a eu un projet en 2024. On avait fait une pause d'acquisition foncière en 2023, 22-23 à un moment. On a dit qu'on... C'était un moment où justement en plus les lignes comptables d'acquisition étaient à 0. On avait dépensé tout ce qui avait été donné pour ça. Mais on avait décidé d'affecter un peu plus de sous pour s'équiper et pouvoir travailler dans des conditions correctes. Notamment le travail en forêt, le tracteur, le treuil et tout ça. Et il me semble que l'année dernière, on s'est dit que s'il y avait des opportunités qui se présentaient, de choses qui nous intéressaient, soit parce que c'était contigu aux forêts qu'on avait déjà, soit parce que c'était vraiment un peuplement, quelque chose, une forêt qu'on n'avait pas du tout. Et là, c'est ce qui s'est fait. La dernière forêt qu'on a achetée, mais je déborde de ma partie, c'est une douglaserie, une petite douglaserie sur la commune d'Espagnac à éclaircir. Et ta question est intéressante. Parce que ouais. On en parle après ou... Je crois. Ouais. Et ça prend combien de temps pour acheter une forêt après avoir mandaté le notaire, les affaires et tout ça? Ces dernières parcelles a pris combien de temps? Une fois que tu as mandaté le notaire, une fois que tu as signé le compromis, entre 3 et 4 mois. Maximum. En fait, il y a la partie incompressible, c'est quand les parcelles sont cadastrées en agricole.
Oui. c'est-à-dire lande, package, terre, pré, etc. Même si c'est du bois en nature, eh ben, t'as forcément, réglementairement, tu as 2 mois de publicité à SAFER. Donc le temps d'amorcer les procédures, de notifier à SAFER, de purger les 2 mois, que ça revienne à l'office notarial, ça fait minimum 3 mois. Si c'est que du bois, ça peut aller plus vite. Et grosso modo, 1 hectare de forêt dans la Alors ça varie énormément. Le prix? Oui. Oui. Tout dépend de la topographie, de l'accessibilité et de... Donc ça varie énormément. Oui, ça varie de, je dirais, 600 € l'hectare à 20 000 € l'hectare, selon ce que c'est comme forêt et où ça se trouve. Si c'est du bois de pente qui est inaccessible, ben, du coup on sera plus sur les 600 € l'hectare. Si c'est une douglaserie qui est sur les plateaux, donc un terrain plat, facile d'accès avec un chemin ou une route juste à côté, là on va être sur des prix plus élevés. Voilà, tout dépend, c'est vraiment l'accessibilité qui va faire le prix d'une forêt. Et puis le volume sur pied. Voilà. Le volume de bois sur pied, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'économique qui prend le dessus pour définir le prix du foncier. Donc si vous achetez quelque chose à 20 000, vous pouvez quand même revendre le bois, donc ça ne coûte pas forcément 20 000 à l'association. Si vous revendez le bois. Alors nous, ce que l'ASSO fait, l'ASSO ne revend pas de bois rond. L'ASSO, éventuellement, elle revend du bois scié. Oui. Voilà, parce qu'en fait, ça crée une valeur ajoutée. Le fait que... Oui, d'accord, pas du tout ça. Mais en tout cas, dans l'estimation, pour estimer la valeur d'une parcelle, le prix de la parcelle ne se résume pas à sa valeur de bois, mais c'est forcément un paramètre qui rentre en jeu. Du coup, ça m'attire une autre question. Est-ce que le prix de la parcelle est réévalué d'année en année, ou est-ce que vous considérez qu'elle vaut toujours le même prix que quand vous l'avez acheté? D'un point de vue comptable? Oui, d'un point de vue comptable. D'un point de vue comptable, non, elle reste au Il prix n'y a auquel on l'a pas acheté. d'évaluation, enfin de surévaluation du prix. Ouais. Je sais, alors là, ça déborde de mes compétences comptabilitariennes. Est-ce qu'on peut réévaluer un bien? Peut-être, mais je sais pas. Un stock qui peut se réévaluer en fonction du prix qu'il vaut réellement. En fait. Un stock, ouais, mais un terrain, je sais pas. Ouais, mais vous, c'est du stock de bois sur pied, et puis le bois a augmenté vachement de prix récemment. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut le faire, hein, mais c'était juste pour savoir si vous le faisiez ou pas. Je crois que les taux de forestiers, ils font pas plus que tous les 5 ans. D'accord. Tous les 5 ans. Il faut une réévaluation. Une réévaluation parce que ça prend du temps, mais c'est vrai que on parlait du bois augmenté en 5 ans, normalement. Mais on va avoir des experts, ça coûte beaucoup d'argent, et je crois que ouais, sûrement falloir besoin de la sauce, c'est peut-être nécessaire. Ça ne change rien. C'est si on voulait emprunter que ça pourrait avoir un intérêt. Mais si on n'emprunte pas, ça ne change rien. Mais c'est plutôt quand des gens ont des actions. Par exemple, dans un groupement, chaque personne a une part, c'est dans l'esprit d'association. Et c'est plutôt que pour les gens qui voudraient vendre après 20 ans, ils pensent que oui, il y aura une... Parce qu'à l'inverse, on pourrait spéculer. En fait, les terrains qui valent rien à 600 €, c'est là où la biodiversité est la plus forte. Donc peut-être dans 20 ans, ça vaudra une fortune. N'hésitez pas à spéculer. Non, on répond non. Ça nous intéresse. Ça va rentrer dans la Si des entreprises veulent faire du greenwashing, ça Ce que tu dis est très loin d'être hypothétique. Je ne pense pas que ce soit le cas ici. Mais simplement avec les nouvelles normes de soi-disant développement durable, en fait ce qui se passe, c'est que les entreprises qui artificialisent les sols ont comme obligation de compenser. Et de fait, la compensation, souvent, ça consiste à acquérir du foncier sauvage ou en libre évolution, je ne sais pas, pour effectivement faire une forme de greenwashing et qui est parfaitement légal. Et ça entraîne un phénomène, effectivement, de spéculation, peut-être pas ici en Corrèze, mais autour des grandes villes,
où effectivement beaucoup de terres qui sont, on va dire, en friche ou sauvage, sont rachetées par les entreprises qui financent ainsi la compensation qui est obligatoire légalement, et ça fait grimper le prix des terrains de façon assez vertigineuse. Donc on n'est peut-être pas concerné ici en Corrèze, mais on peut quand même y réfléchir, et pas comme quelque chose qui est totalement hypothétique. Cette compensation, ça correspond à quoi? La loi dit que quand tu as un grand projet d'artificialisation, enfin, en gros de saccage environnemental, il y a un principe qui est ERC, éviter, c'est-à-dire essayer de chercher si tu ne peux pas faire autrement, réduire, c'est-à-dire faire un projet un peu moins écocide qu'au départ, et compenser. Il est compensé, ça peut être, enfin, si tu regardes par exemple sur l'autoroute de la 60, planter des arbres au fond. le truc, ça a été par exemple, ils ont détruit à un endroit, ils ont détruit une espèce protégée, et bien il faut qu'ils créent un autre endroit à côté où l'espèce protégée sera réellement protégée. Alors ça s'appelle les mesures compensatoires. Du coup, on va dire sur des grands espaces comme en Amérique du Nord, ça peut avoir un sens. Je dis bien, ça peut avoir un sens. Chez nous, en France, sur des milieux qui sont déjà très anthropisés, à l'échelle d'un petit territoire, c'est un peu du pipeau. C'est une façon de financiariser la nature. Donner une valeur à une friche parce qu'on peut y creuser une mare et y mettre des tritons. Et on en vient à l'absurdité que certaines entreprises vont acheter des milieux très spécifiques, qui sont les habitats d'espèces très menacées ou du coup vraiment en extinction, en se disant regardez, on fait quelque chose pour la biodiversité, en vraiment mettant beaucoup d'argent sur ces territoires, en préemptant dessus, en les achetant à prix d'or pour derrière s'autoriser à saccager des endroits un peu plus communs. En même temps, vaut mieux ça que rien. Ça, c'est un autre débat qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui, mais après l'âge en tout cas. Par la suite, oui, c'est ça. Par la suite, on a une personne qui vient de Peuple et Culture pour projeter un film qui a pris sur ses jours de congé. Donc, si on arrive à rentrer dans les temps, grosso modo, sans vouloir faire là, mais il y a toujours moyen d'en discuter. On peut discuter après. Après, pardon, mais 10 secondes. Vas-y. Moi, je parlais d'un point de vue purement comptable. Tout le travail que vous faites d'éclaircie, d'amélioration des peuplements et tout ça, un jour ou l'autre, ça va porter ses fruits et ça va donner de la valeur aux forêts. Je ne dis pas qu'il faut absolument lui donner de la valeur comptable juste pour gonfler le bilan, mais n'empêche que c'est pas quelque chose qui est mis. En fait, c'est quelque chose qui est intéressant à faire le jour où ce chiffre a un intérêt. Oui. Parce que là, je vous les cite, ces chiffres, mais en fait, d'un point de vue associatif, qu'on est 124 000, 83 000 ou 194 000, j'ai l'impression que tout le monde, c'est pareil. Comme il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de truc comme ça, en fait. Donc ce chiffre-là, il grandit. Le fait de le valoriser, lui donner une réelle valeur comptable, c'est un intérêt si cette comptabilité a un sens derrière vis-à-vis d'autres personnes ou des fois, il faut sous-évaluer de toute façon, de base, et puis les choses sont sous-évaluées. Mais ça pourrait se faire effectivement au bout d'un temps. Après, alors comment tu le fais, sur quoi tu te bases, comment tu l'estimes, de combien tu augmentes De manière générale, ça en fait personne ne le fait, c'est fait au moment où les gens veulent vendre leur parcelle. Voilà. Quand tu as une vente, forcément. Voilà, ça se fait à ce moment-là. Il y a de la thune qui rentre et puis voilà. Sinon, vous vendez que du bois. Est-ce que vous valorisez les heures des bénévoles? Parce que je pense que ça peut aider si on veut avoir des subventions. Deux choses, on les valorise. J'ai oublié d'imprimer le tableau, donc je ne l'ai pas fait. Enfin, je ne vais pas donner le chiffre. On les valorise en compta, oui, il y a des comptes pour marquer la valorisation du bénévolat, qui est de l'ordre de, j'ai plus le chiffre, je suis désolé aujourd'hui, autour de 15 000 € je pense, par année. Donc ça mais comme tu dis, ça sert, ce chiffre-là, il sert si tu veux demander des subventions, pour faire valoir ce chiffre-là. Mais comme on n'en demande pas et qu'on ne peut pas en demander, voilà. Mais de toute façon, chaque année quand même, on fait une estimation à une grosse louche de marmite, parce que c'est un chiffre qui est intéressant aussi quand même de refléter le temps de travail qui a été passé bénévolement. Mais on passe pas des semaines à compter les heures qui ont été faites par chacun et non plus quoi. Ça reste de l'estimation. Parce que ça va dans les deux sens.
les bénévoles, ils apprennent aussi, donc c'est aussi de la formation. Oui. Ouais. Tu veux dire qu'il faudrait qu'on fasse payer les bénévoles pour être bénévoles? La formation gratuite. Moi, je fais des Ah, c'est vrai que j'ai appris beaucoup en faisant de la compta pour je vais payer ma formation. Ouais. Si quelqu'un peut me dire dans quel cas je dois mettre ça. D'ailleurs, si on a d'anciens comptables dans l'assistance, n'hésitez pas. Ou même des en devenir. Hein. Voilà, qui veulent se joindre à l'équipe. On est preneurs. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le point de vue financier comptable ou est-ce qu'on passe à la suite? À la suite. Bon ben, bonne nuit alors. Cette année, j'ai le droit de dire quelque chose, alors je vais essayer d'être clair, audible, ne pas vous endormir. Je suis un peu sur la digestion moi aussi, donc voilà. Alors, moi je vais vous parler des dimanches en forêt. Tout le monde sait ce que c'est les dimanches en forêt. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer encore. Voilà, mais c'est des rendez-vous, on se retrouve dans les forêts associatives du Fait Racine pour trimer. Non, c'est pas vrai. Pour aller parfois faire des sorties naturalistes, donc observer un peu ce qui se pousse, observer un peu la faune, la flore. C'est très souvent des petits chantiers sylvicoles, donc voilà, où on s'initie ensemble à la sylviculture douce. Et puis parfois on va visiter des forêts qui sont en vente, dans l'idée de voir si ça peut nous intéresser à l'achat ou intéresser peut-être des adhérents. Voilà. Les dimanches en forêt, c'est un peu ça, les sorties, ces rendez-vous-là. Alors pour l'année 2024, l'année 2024, c'était une année plutôt pluvieuse. Donc on n'a pas beaucoup été dans la forêt. On a organisé 15 dimanches en forêt. Il y a eu entre 5 et 10 personnes qui nous ont rejoints sur ces rendez-vous-là. Alors, comment on a fait 3 dimanches à Saint-Hilaire-Torieux. Donc Saint-Hilaire-Torieux, c'est une forêt, c'est un taillis de châtaignier, donc pas loin de Neuville, donc qui représente 13 hectares, mais la parcelle où on intervient le plus, ça correspond à 6 hectares. Et donc, de ce taillis de châtaignier, on y fait un travail de balivage, donc c'est une sélection des tiges de châtaignier pour les valoriser et aussi valoriser la diversité d'essences qui poussent autour. Donc ce travail-là, il nous permet, de ce travail-là découle, produit du bois, des perches, donc duquel on peut faire du bois de chauffage ou des piquets. Et on a un adhérent, un membre de l'asso qui est voisin de cette forêt, qui nous a proposé de stocker du bois de chauffage pour sécher, pour le faire sécher et pour pouvoir le revendre au profit de l'asso. Donc cette année, en 2024, là, on est sorti du bois de chauffage avec son tracteur pour pouvoir le stocker chez lui. Et du coup, ça a été du débit aussi de bois et de stockage. Donc ça a été ce qu'on a fait dans cette forêt. Ensuite, on a fait 4 dimanches en forêt à La Roche-Canillac. Cette année-là, en 2023, on avait fait un chantier d'abattage avec des bûcherons professionnels où on avait abattu des chênes et des sapins pectinés sur une parcelle qu'on désirait éclaircir. Et donc de ce chantier restaient quelques têtes d'arbres, du bois redébité. Donc les chantiers qu'on a fait cette année-là, ça a été de redébiter ce bois pour l'évacuer de la forêt. Après, c'est une forêt dans laquelle il y a des chemins de randonnée qui sont souvent entravés, beaucoup d'arbres tombent régulièrement, donc on a souvent amené à venir dégager ce chemin. Voilà.
Et puis donc, à la Roche-Cognac, il y a aussi une clairière sur laquelle il y a un petit bâtiment qui a été retapé, enfin la couverture a été retapée en bardeaux de bois par les membres de l'assaut. Et donc c'est un espace qui est assez sympa et qu'on aime à entretenir. Donc on y vient au moins une fois au printemps pour débroussailler. Donc ça c'est un peu ce qu'on a fait cette année là-bas. Et puis on a travaillé en fin d'année, donc pareil entre les gouttes, à Champagnac-la-Prune. Là on a entamé un nouveau travail dans c'est un taillis de châtaignier. Mais pas que, mais voilà, on a entamé un travail de balivage à nouveau sur une parcelle, voilà, toujours dans le même objectif. Et donc c'était assez sympa parce que là il y a eu quand même pas mal de nouvelles personnes qui sont venues, il y a eu un nouveau groupe qui a été présent régulièrement pour attaquer ce travail là, voilà, et puis de marquage, d'élagage, d'éclaircie. Donc ça c'était fin d'année 2024. Voilà pour les dimanches en forêt. Après, que dire d'autre sur ces dimanches? C'est justement pour Champagnac qu'il faut le plan de gestion simplifié. Oui, alors ça c'est cette année là où on a entamé un travail d'état des lieux, on va dire, d'inventaire et de cartographie. Mais je vous en parlerai l'année prochaine. C'est la partie la plus grande. Oui. Il y a deux massifs qui seront concernés par le plan simple de gestion. À Champagnac et à la Roche-Cognac. Ouais, donc il n'y a pas toutes les parcelles de l'assaut à mettre dedans en fait. Il n'y a pas le travail à faire pour toutes les parcelles. A priori, si on s'en tient au document du CRPF qui explique comment on comptabilise, non. Mais on va quand même leur passer un coup de fil pour être sûr de... Ouais, qui compte comme vous. Que la communication soit claire. Ouais. Que je pense que ça concerne beaucoup de monde aussi. Le CRPF, il s'est réveillé cette année, là, il a envoyé des courriers à beaucoup de propriétaires. Donc ils vont sans doute pas non plus être en mesure de tout traiter tout de suite. De mémoire, il y a 80 personnes en Corrèze qui tombent, parce que c'est passé de 25 à 20 hectares et ça concerne 80 propriétaires en Corrèze. Donc, seulement? Ouais. C'est quoi le CRPF? Centre régional de la propriété forestière, c'est l'institution publique qui s'occupe, entre guillemets, de la forêt privée, qui a une mission de conseil et de conseil, avec des déclinaisons régionales et départementales. Et en fait, le code forestier prévoit une obligation de faire un plan simple de gestion pour les propriétaires privés quand ils ont plus de 20 hectares, c'était 25, maintenant c'est 20. D'un seul pouvoir, avec une comptabilité originale, peu importe. Et voilà, c'est un descriptif du massif et puis un prévisionnel de chantier. Et ça permet, en fait, parce qu'on peut très bien ne pas le faire, mais ce que ça permet, c'est que si on fait un chantier, on se passe de l'obligation de déclaration en préfecture. Si on revend du bois, c'est obligatoire aussi. Sûrement. Et puis, si on veut avoir des incitations fiscales, il faut avoir un plan simple de gestion. Enfin, c'est l'administration, voilà. C'est le levier de l'État pour mettre son nez dans la forêt privée. Et alors, le seuil par le 25 grammes, en fait, il y a des suggestions, des obligations du privé pour, par exemple, faire des coupes. Non. Parce que les coupes, par exemple, sont interdites. Alors ça, c'est pas directement le CRPF qui fait ça, c'est via d'autres structures du type des associations syndicales libres de propriétaires forestiers. Mais non, il n'y a pas de... Le CRPF, il instruit les PSG, en fait. Il fait le travail d'instruction, donc il ne peut que éventuellement donner des conseils, mais on ne va vraiment plus faire à notre place. Mais c'est eux qui doivent passer tous les conseils de gestion. Après, concrètement, pour un propriétaire, c'est une charge. C'est-à-dire qu'il faut aller, si le propriétaire n'est pas en mesure de le faire soi-même, il faut aller payer un expert forestier pour le faire, faire un document que le CRPF validera. C'est pour ça qu'il y a pas mal, plusieurs cabinets. Voilà.
Voilà, mais ça, on pourra en parler. Je pense que ce qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est que donc, Fêtes et Racines a été contacté par le CRPF pour établir un PSG, qu'une partie des dimanches en forêt qu'on fait, c'est pour récolter de la donnée en vue de produire ça. Et c'est en chantier cette année, on ne va pas y passer beaucoup de temps cette année, ça va briller l'an prochain. Il faut le produire avant juillet 2026. Juste pour terminer un peu sur les dimanches en forêt, je voulais juste rappeler quand même que ces chantiers, la sylvicole, souvent sont c'est quelque chose qui est quand même ouvert à tous et accessible à chacun, quelles que soient ses compétences ou ses facilités d'utilisation du matériel forestier. Donc je voulais quand même rappeler ça, et puis c'est aussi quelque chose, alors nous on est quelques-uns à proposer des sorties avec des activités dans les forêts, mais c'est aussi quelque chose qui peut être, dont le contenu de ces activités peut être apporté ou proposé par d'autres que nous, bureau de l'ASSO, et ceux qui gravitent autour. Et alors, venu souvent le printemps, nous qui sommes un peu moins dans les chantiers sylvicoles et d'abattage, ça laisse la place à des sorties naturalistes ou un peu différentes ou d'inventaire. Enfin, je parle du printemps, mais en fait, ça peut être tout à fait fait à d'autres moments. Et donc, il y a deux personnes de l'ASSO qui se proposaient de proposer des sorties dites naturalistes, ou en tout cas d'inventaire, d'observation de la forêt. Voilà, soit un autre regard que celui que nous, on peut avoir, et puis sachant qu'on se forme toujours quand on va en forêt, parce qu'on n'est pas des pros, quoi. Voilà, c'est à chacun d'amener son contenu, quoi. Et donc là, je voulais juste laisser la parole à François et Pierre, qui avaient envie de proposer quelque chose sur quelques dimanches pour l'année à venir, si vous êtes d'accord. Oui. Oui, mais il faut voir si vraiment ça intéresse, quoi. Prendre la décision peut-être de le faire ou de ne pas le faire, je ne sais pas. Ce serait une petite transformation de 4 dimanches en forêt sur l'année, centrée sur chaque saison. Et la prochaine, donc, celle d'automne pourrait être faite bientôt, dans une quinzaine de jours, si c'est possible. Et ce serait, au lieu de, la plupart du temps, aller faire quelque chose dans la nature, pour une fois, aller y faire rien. C'est-à-dire être complètement dans l'observation, complètement dans quelque chose qui se dirigerait plutôt vers l'être dans la forêt et vers le spirituel, d'une certaine manière, voilà, pour employer un grand mot, hein. Voilà. Bon, on pourrait faire ça en échange avec François, et moi je proposerais pour sortir complètement de la notion de propriété, de trucs comme ça, de le faire d'aller vraiment dans la forêt, et pas dans la forêt parcelle, et je proposerais de le faire sur les forêts que je connais bien, c'est-à-dire les forêts de mon enfance, qui sont autour de Murat, dans lesquelles je pourrais donner un ressenti sur lequel chacun pourrait ensuite se coller, réagir, etc. Voilà. Bon. Alors si ça intéresse, on le fait. C'est un peu particulier, alors je ne sais pas si ça va intéresser. Bon. Faut le dire. Oui. Le hameau, hein. Pas Murat dans le Cantal. Ah voilà, d'accord. Saint-Martin-la-Bienne. C'est un hameau de Saint-Martin-la-Bienne. On peut aller à Murat dans le Cantal, mais pas à vélo alors. Pour la précision. Merci pour la proposition. J'ai une autre proposition. J'ai une proposition. C'est dimanche en forêt, on pourrait encore consacrer quelques-uns à planter des cacaoyers. Comme ça, j'aurai enfin de la mousse au chocolat. Local. Pour ça, le chocolat de plus encore. À faire mousser. Bon, après, voilà, je ne sais pas si les gens ont envie de prendre part à ce genre de sortie, et d'être... super intéressé. Voilà. Bien sûr, pas tout seul. Oui, mais bon, je veux dire. Alors, dans ce cas, ce qui se fait habituellement, c'est que ça circule par mail aux adhérentes et adhérents. Donc, mais a priori, on est intéressé par ça. Oui, c'est aussi des choses à se saisir. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a un effectif souhaité, mais ça, vous le verrez bien. Oui. C'est quoi l'effectif maximum?
Au minimum. Effectivement, maximum. 650. Pas trop nombreux. Hein. Ouais, voilà. On sera là, sans doute pas rarement plus de 10. Voilà. Tant mieux. Le nombre n'est pas recherché. François, tu voulais dire quelque chose? Moi, la forêt forestière, je la connais pas bien. Je la connais sur un plan professionnel, donc c'est un peu compliqué de se mettre en place. Donc s'il y a une thématique à prendre, il faudrait que je puisse définir une parcelle. Je regarde la parcelle, on pose des questions en fonction de ce que les gens veulent poser comme question, en fonction de la thématique qu'on peut aborder. Et puis dedans, il peut y avoir une recherche patrimoniale, une recherche historique du lieu, comment les gens voient l'avenir à travers une forêt, je ne sais pas. Voilà, ce sont des thématiques qui pourraient s'aligner sur ce que Pierre propose, parce que lui, il est vraiment du pain, alors que moi, je suis plutôt une pièce rapportée. Donc, le seul apport que je pourrais faire, c'est l'apport sur les essences, les bois, sur les technologies, les principes mécaniques de chaque bois. Voilà, c'est un peu la thématique qui pourrait être faite donc, avec les saisons, avec les forêts de fête terracines ou les forêts ailleurs. Ok. Moi, depuis le temps qu'on travaille avec François, moi, ce que j'apprécie de lui, c'est justement qu'il vient d'ailleurs et qu'il a un regard qui n'est pas le nôtre sur la forêt, et que j'aimerais bien qu'on puisse le faire à l'occasion de ces balades-là, le faire sous forme d'échange justement. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, qui serait enrichissant. Donc c'est pas du tout un obstacle le fait que tu viennes d'ailleurs, c'est le contraire pour moi. Voilà. Ok. Bon, bah, parfait. Merci pour ces propositions. Juste sur les dimanches en forêt, un travail qui était assez intéressant. Il y a eu tout un inventaire aussi sur le chancre du châtaignier, qui a été la suite en fait de travaux sylvicoles. C'est aussi ça, les techniques d'inventaire, les états des lieux, l'évolution dans le temps, c'est aussi ça les dimanches en forêt, comme le disait Elodie. Et là, ça a été initié avec en fait l'étude un petit peu sur les chancres de châtaignier et comment les travaux sylvicoles de certains dimanches peuvent être amélioratifs ou pas sur le châtaignier. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Oui, ça permet d'expérimenter du moins des outils d'observation. Ouais. Et en effet, il y a juste un inventaire qui a été fait sur une parcelle à Champagnac. Et l'idée, ce serait peut-être dans 5 ans, venir observer s'il y a eu des conséquences sur ce chancre-là. Oui. Il n'y a pas que travaux sylvicoles. Ça permet d'apprendre dans ce cadre-là. C'est la parole à Marion. Oui, à moins que Michel va peut-être dire un petit mot. Une question qui est en dehors de tout ça, je profite justement des AG parce qu'on a des outils analytiques. Je vais parler du site. On a des outils analytiques, mais bon, c'est des clics, ça ne veut rien dire. On imagine bien, c'est pas très représentatif. Donc je vous pose la question ici, qui consulte le site de Fête les Racines? Je ne vous demande pas si vous le faites régulièrement, c'est est-ce que vous y allez? Oui. 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 Quand il est dessus. À peu près, levez la main un peu plus haut, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Ne soyez pas timide. Ok, c'est pour avoir un petit retour, parce qu'effectivement, quelquefois, derrière cet écran invisible, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Effectivement, il y a des retours par analyse. Oui. Je dirais par rapport au site, c'est que si je suis venue jusqu'ici, j'avais entendu que leur citoyen était racine, je par le site, je trouvais que c'était clair, c'était simple, et que c'était bien expliqué, bien fonctionné. Je suis allée sur d'autres. Vous vous y retrouvez? Ah oui, voilà, je me suis retrouvée parce que c'est pas trop grand, c'est pas trop cher. Merci. Merci pour nous en tout cas. Ça m'a fait plaisir. C'est tout, c'était juste cette question-là. Ça permet de un petit état. Merci. Michel qui s'occupe du coup du site, toute la gestion. Oui, la communication en grande partie, en très grosse partie, notamment le site internet. Et tous les petits comptes rendus très chouettes et sympas. Des dimanches en forêt, c'est lui également qui les
Même quand il n'est pas là, il arrive à les faire. Avec l'aide des adhérents chouettes, parce que c'est vrai que vous avez compris que c'est quand même c'est quand même de l'éducation populaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a Michel qui fait de la communication, mais il y a des gens qui lui transmettent des photos, des gens qui peuvent venir, et on invite toujours, c'est pour ça qu'on répète un petit peu ces choses-là, parce qu'on est beaucoup dans de la présentation, mais je pense que l'objectif de notre AG, c'est aussi d'avoir de la proposition et des idées. Je remercie beaucoup Pierre et François avec, une idée qui émane, je crois que c'est l'une des premières fois, moi je sais que ça me fait plaisir depuis 6 ans d'association, d'avoir des adhérents qui disent j'ai une idée, bien, je vais la poser ici, parce qu'effectivement, le plus important aujourd'hui, je trouve que c'est ça. C'est sur quoi on peut être présent, quels sont nos souhaits et nos désirs, et qu'est-ce qu'on peut produire à travers ça. Et du coup, j'introduis sur ma partie, qui prend la parole. Et c'est vrai qu'il y a un petit point si mobile aussi, c'était toi. Avant les perspectives. Ça tourne, ça coupe. Non, mais je pense je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur la site parce que. D'abord, en maintenance. Peut-être plutôt parler du sillage, pas parler de la démarche d'apprendre à scier. C'est quelque chose. Comme dans tout ce qu'on fait dans l'asso, on n'était pas formé à ça. On est un peu autodidacte. Je pense qu'on a progressé, qu'on a encore des marges de progression, en particulier sur l'affûtage, le travail du métal en fait, plus que du bois. Je dirais que pour moi, c'est un levier exceptionnellement puissant pour rentrer en contact avec le monde agricole et puis pour y trouver des objectifs communs et pour se faire une place dans la société corrézienne, quoi. Et aussi pour se créer une autonomie financière, parce que si l'asso a ses capacités d'action, c'est parce qu'elle ne dépend pas exclusivement de ses donateurs, donatrices, mais certainement pas non plus de la puissance publique, et que finalement, avoir une activité artisanale autonome, c'est peut-être la meilleure idée qu'on ait eue depuis. C'est aussi ce qui a fait changer de regard la population locale en fait, sur l'association et les membres de l'association. J'aurais pu faire une chorégraphie. Donc voilà, juste pour ça, les gens ont aussi vu l'intérêt du sillage à façon et de pouvoir utiliser, avoir un vrai usage entre guillemets de leur bois plutôt que de faire appel à des coopératives forestières qui prônent la coupe rase. Et moi je suis censée conclure pas très rapidement. Et moi j'ai une partie. Tu as une partie dans la conclusion, mais je crois que tu arrives en dernier. D'accord. Si on suit un schéma, mais on peut aussi casser le schéma. Sur les perspectives. Alors moi ma partie ça s'appelle vie associative et perspective. Alors vie associative ça m'a toujours effrayée parce que je sais jamais quoi raconter. Enfin chaque année je vais pouvoir vous répéter que on n'est pas assez nombreux, que patati patata. Finalement, vie associative, moi, je la vois à travers ses perspectives, parce que c'est de l'activité, parce que c'est de la vie. Donc, s'il y a des questions plus précises sur le nombre d'adhérents, le nombre de ceci, le nombre de cela, on peut en parler après. Mais j'ai envie de parler plutôt de ce qui se vit en forêt et qu'est-ce qu'on projette sur 2025. J'ai été un petit peu plus loin en allant un petit peu sur 2026. Et je voulais juste rappeler, je ne sais pas si tout le monde sait comment fonctionne cette épicerie, parce que c'est peut-être un travail qu'on va faire un petit peu mieux sur 2025. Il y a Elodie qui a mis à l'accueil un petit tableau, d'ailleurs, quand on veut être informé des ventes de cette épicerie bois Fête et Racines, laissez votre mail. J'explique, parce qu'évidemment, on a tout un tas de demandes, de gens qui se disent, il y a une épicerie qui existe, sauf que l'épicerie, il ne s'agit pas de Gédimat ou le Roi Merlin. Alors pour certains c'est une évidence puisqu'on parle de gestion sylvicole douce, donc c'est-à-dire que dans notre forêt il y a des choses qu'on n'ira jamais cueillir. Donc c'est en fonction des travaux forestiers, des forêts et pas plus. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande 80 mètres cubes de bois là demain, ça sera non. Cette épicerie elle existe ponctuellement, de manière ponctuelle sur l'année. Ce qu'on propose, c'est il y a différentes essences. On peut avoir du résineux, on peut avoir du chêne, etc. Il faut être adhérent de l'association pour pouvoir profiter de ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on peut vous avertir par mail, voilà.
il y a eu un chantier d'éclaircie dans les forêts faites et racines, vont sortir telle essence, telle essence, telle essence. Êtes-vous intéressé pour en acheter? Et dans ce cas-là, vous devez nous renvoyer un petit tableau de débit, comme nous font certains d'entre vous, enfin je vois des têtes qui l'ont déjà fait, à savoir, eh ben ouais, parce que moi je cherche un joli plateau de chêne pour ma cuisine, moi je cherche à réaliser un petit peu de bardage parce que j'ai un bâtiment, etc., etc. Tout ça nous est renvoyé. Je vous avoue honnêtement que c'est le premier, les premiers à nous informer seront certainement les premiers servis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des déçus aussi, parce que voilà, c'est un stock de bois, il arrive à ce moment-là, il n'est pas toujours très important, il vous permettra peut-être pas de réaliser le chalet de 250 mètres carrés. Il n'y a pas un système d'enchère. Ah, bon, je viens de voir après, on peut en discuter. On n'y avait pas pensé, mais ça peut être une idée. Et du coup, c'est important pour ça, c'est un travail moi, que j'aimerais un petit peu mieux mener, mais effectivement, de nous remplir si vous êtes intéressé, ça ne veut pas dire qu'on vous impose l'achat, c'est que vous êtes renseigné, on rentre un stock de bois, qui est intéressé, et on nous renvoie un petit tableau de débit. Bien sûr, on vous communique les tarifs, le groupe gestion à recréer ces tableaux tarifs 2025. Mais voilà, n'hésitez pas, parce que ça a évoqué sur les différentes personnes qui sont parlées, ça a évoqué justement d'autres schémas pour la forêt, d'autres schémas pour la forêt, c'est réfléchir effectivement à d'autres filières, mais c'est réfléchir aussi peut-être à d'autres types de commercialisation. Donc j'estime que ça fait vachement, mais effectivement acheter à Fête des Racines, c'est aussi contribuer peut-être à un schéma qu'on aimerait voir naître et qui peut-être effectivement est aussi un vrai acte militant par rapport à la forêt et par rapport à l'industrie. C'est l'acheteur qui doit amener du transport. C'est l'acheteur de... Alors voilà, mais c'est une bonne super question, Margaret. C'est qu'effectivement, nous, on va stocker sur le terrain que certains d'entre vous ont pu découvrir ce matin, donc sur Saint-Martin-la-Méanne. Effectivement, dans la majorité des cas, ce sont les gens qui viennent chercher leur bois. On le scie, il est stocké ici, et les gens viennent chercher leur bois sur place. Il peut y avoir quelques exceptions, mais je ne vais pas les poser maintenant, parce que sinon, après, tout le monde va avoir des exceptions à son schéma, et qu'on va être bien dans le bazar. Et voilà, ça peut se discuter sur des gros volumes. Et bien, par exemple... Tout à fait, et c'est pour ça que je parlais, alors effectivement c'est peut-être pas très clair, de liste de débit, c'est-à-dire que nous on va proposer des essences à la vente, et par exemple tu as besoin, on s'est tutoyé tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets, et ben c'est toi qui vas me donner ce que tu as besoin. Tu as besoin de chevrons qui font 6 sur 8 et qui font 4 mètres de long, et tu vas m'envoyer ta petite liste comme ça. Et ben nous on va te répondre si on peut répondre à ta commande ou non, ou de quelle manière. Voilà. Tu voulais rajouter un truc? Est-ce que tu peux causer de populariser, comment on popularise les feuillus un peu anecdotiques? Vas-y. Juste ce qu'on constate, c'est que globalement, on a perdu la connaissance des usages des feuillus. Et que par exemple, pour nous autres dans le bureau de l'assaut, il y a quelques personnes qui travaillent un peu le bois et qui ont fait un peu les expériences. Une fois, on a scié de l'aulne, voilà, et il y a un super lambris qui a été fait en aulne. Et en fait, si les gens le voient, ils veulent le même. Simplement, ce que je veux dire, c'est que du merisier, par exemple, personne ne va imaginer quoi en faire, jusqu'à ce qu'on montre ce qu'on peut en faire. Et là, d'un coup, on va pouvoir recréer un engouement pour une essence qui aujourd'hui part à la pâte à papier, par exemple. Et donc, il y a un travail, et nous, je ne sais pas, on fait peut-être déjà trop de choses, mais il y aura un travail de peut-être faire je sais pas, un petit catalogue photo, une mise en valeur de certains produits bois qu'on ne trouvera pas dans les rayons des grandes surfaces parce que c'est anecdotique, mais que nos forêts de feuillus, elles sont pleines de ces essences, le frêne, l'aulne, le merisier, et voilà, une petite remise au goût du jour. Tout à fait. Sinon, voilà. Donc, pour rebondir, c'est ce que tu proposes là, c'est une des choses que je peux apporter lors de visites dans les parcelles ou bien ailleurs. Mais après, j'avais des plaquettes que j'ai
prêté ici à l'association. Et là, je suis en train de mettre en place un travail un travail sur les mécaniques, sur les structures du bois, qui permettrait justement d'utiliser tel bois. Pourquoi orienter une forêt pour cette essence, ou bien orienter une parcelle pour cette autre essence, pour faire de la blanchisserie par exemple, ou de la sculpture, Donc je propose j'ai envie de proposer à chaque fois un bout de bois taillé dans la longueur, dans le travers, et puis de montrer ce que c'est et comment on peut l'utiliser. Ça c'est très bon. Moi je pense que ça vaut le sens. Pour poursuivre simplement sur cette épicerie bois, je parlais de bois d'œuvre. Il y a également, mais Elodie en a parlé de par l'activité des dimanches en forêt notamment, du bois de chauffage vert et sec, parce que l'an dernier on vous avait dit dans nos perspectives on va peut-être faire sécher du bois, et ben on a réussi. Et Elodie l'a évoqué, mais ça c'est une piste pour vous. C'est que effectivement ce bois sec c'est chouette, sauf que pour avoir du bois sec, on nous en demande beaucoup, il faut avoir du terrain. Et puis il faut pouvoir le laisser sécher. Il y a des adhérents, enfin il y en a un, mais je dis des parce que ça peut donner des idées, qui ont proposé, on a des forêts à Champagnac, il y a des forêts à la Roche-Cagnac. Si des personnes parmi vous ont des bouts de terrain, là ça s'est fait à Saint-Hélier avec Jérôme, qui n'est pas là, mais qui ont des espaces pour stocker ce bois. Jérôme, ça a été extraordinaire, c'est quelqu'un qui vient en dimanche, qui a dit, bah écoute, attends, moi j'ai un bout de terrain, je stocke le bois, je le fais sécher, j'assure la vente pour Fêtes et Racines. C'est important. Ça peut se multiplier, parce qu'on dit, ah, vous en avez pas assez, ça peut se multiplier, mais pour ça, voilà, si vous êtes tout aussi acteurs que nous. Donc ça, c'est un appel de l'assaut, du bureau, quoi. Notamment sur Champagnac et La Roche, on rechercherait des gens qui mettent à disposition un petit bout de terrain pour faire sécher le bois Fêtes et Racines. Voilà. Ça c'est pour... j'ai fait le petit point épicerie. Je fais un petit peu rapidement, on peut reparler après. Hein. Sur les perspectives 2025, donc bien sûr on va poursuivre tout ce travail d'épicerie, vous l'aurez compris. Sur les perspectives 2025, on vous en avait parlé, mais il y a dans Fêtes et Racines un groupe gestion sylvicole qui s'est créé. Et du coup, bah, évidemment, on a fait notre petite réunion pour voir ce qu'on allait faire sur 2025-2026. Où vous serez certainement invité aussi en tant qu'adhérent sur certains dimanches, très certainement. Mais on s'est rendu compte que nos forêts de la Roche, on les adore. Beaucoup d'entre vous les connaissent parce qu'on aime bien aller y balader des gens pour différentes raisons, qu'elles soient sylvicoles ou qu'elles soient de loisirs. Parce qu'elle est très très belle. Sauf qu'il y a une vraie réalité, c'est que des chemins avaient été ouverts sur ces... Les chemins sont en train de s'abîmer fortement, de s'effondrer, dans certains cas. Donc on va y mener un travail d'abattage, en tout cas sur les bords des chemins, qui sont en train de raviner, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de circulation dans cette forêt. Pardon. On a eu pas mal de chutes d'arbres, notamment, qui ont fragilisé le chemin. C'est un petit clin d'œil, c'est-à-dire que c'est ce que le groupe gestion va entreprendre, mais ça peut être aussi l'occasion d'ouvrir ensemble des chemins ou de les solidifier, avec du matériel, bien sûr. Je sais pas, ça fait partie du travail du groupe gestion. Alors on se dit, bon, il faut des chemins sur 2025, sauf que je vous avoue qu'il y a quand même du travail. Enfin, un chemin, ça... Des chemins communaux ? Là, les chemins qui passent sur les forêts de la Roche sont privés, enfin, appartiennent à l'association. Donc non communaux, j'estime que... Moi, j'aimerais bien... Oui. Ouais. En fait, c'est ces gros arbres anciens qui ont été plantés en bord de chemin, et que s'ils versent, la souche, elle emmène la moitié du chemin. Ouais. Et bien sûr, si travail il y a, toujours, la transformation de ce qui sera tombé ira à nouveau soit sur du bois d'œuvre, par l'association, soit sur du bois de chauffage ou du piquet par la suite. L'autre boulot envisagé par le groupe gestion, c'est qu'il y a une forêt, certains d'entre vous sont venus aussi, qui se trouve entre Saint-Martin et la Roche-Cagnac, qui est sur la commune de Saint-Martin, à Pierre-Posé, où on a observé, Pierre, tu es avec nous aussi, je crois, on a observé sur cette parcelle qui est plantée d'épicéa,
dépérissant, c'est-à-dire que là, on a des descentes de cimes, on a des arbres qui meurent. Donc là, c'est une plantation. Alors, il y a des choses au sol intéressantes de diversité, mais ça a été un petit peu handicapant parce qu'on n'est pas pour la coupe n'importe comment. Or là, il y a un vrai problème. C'est pas un problème qui est lié qu'à cette parcelle, c'est quelque chose qui est régional, enfin en termes d'épicéa. Et là, il va y avoir des coupes de prévues, notamment dans un premier temps, de tous les épicéas morts. Et un suivi, parce que ça serait trop facile que ça, un suivi sur sur la régénération au sol. Ça va être une coupe assez importante, parce qu'il n'y a pas grand-chose de vivant sur la parcelle. Donc ça fait partie de 2 gros projets du groupe gestion sur l'année 2025, mais vous serez certainement invités sur certains dimanches, si je ne dis pas de bêtises. 3e point, je vais aller vite parce que quand même la majorité d'entre nous étaient là ce matin. Bien sûr, 2025, ça va être la suite du hangar Fêtes et Racines sur Saint-Martin-la-Méanne, c'est-à-dire pose de couverture, et si on est très très courageux, bardage, et si on est encore plus courageux et qu'on ne nous a pas perdus et qu'il ne fait pas 40 degrés, les portes du bâtiment, c'est-à-dire la fin du bâtiment. Oui, vas-y. Oui, c'est 2025. Voilà, c'est ça, parce que sur l'automne-hiver, on n'a pas encore posé, mais effectivement, la saison prochaine. Je gratouille un peu sur 2026. Tout à fait. Pour aller rapidement, une autre chose, alors ça nous fait très plaisir au bureau, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on essaye de mener un truc de mutualisation de machines sylvicoles. Parce qu'on trouve quand même que la mutualisation, ça a du sens et autres. Et là, on a une vraie piste depuis un an qu'on travaille, mais qui est valable. Excusez-moi pour les autres. Mais effectivement, avec une autre personne qui s'engagerait de manière sympa, sur une remorque grumière à vite, c'est ça ? Présente-moi. Ah, excuse-moi, je ne t'avais pas vu, Raphaël. Mais une remorque grumière, du coup, à vitraction montagne, qui appartient à une personne qui serait prête à la mettre à disposition. Et on est en train d'entamer, justement, on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontré. Une nouvelle rencontre va avoir lieu super bientôt. Enfin, on a réussi à se voir. Mais c'est une chouette chose. Parce que, alors au-delà pour l'association Une remorque grumière, alors moi je rajoute toujours ça, parce que je trouve que l'association, c'est la forêt, c'est des travaux sylvicoles et tout, mais c'est aussi du commun, de la mutualisation. Donc c'est chouette si un schéma peut se mettre en place là-dessus. En tout cas, on y travaille et c'est assez sérieux. Voilà, suite en 2026 sur les perspectives de l'an prochain. Peut-être même on l'aura utilisé. Mais je voulais en parler. Poursuite de l'achat du foncier forestier, mais Antoine l'a évoqué, il a donné une somme qu'on avait déjà là en banque. On a quelques pistes sur Saint-Martin et La Roche, notamment. Mais ce qu'on a aussi d'intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, comme en parlait Alexandre, de se faire un petit peu connaître à travers de chantiers sylvicoles de scie, on est passé plus pour des bobos écolos zadistes, mais aussi, je dis pas qu'on ne l'est pas, mais aussi pour des gens qui bossent sur le coin, et notamment, on arrive à travailler avec la SAFER. Ce qui est assez magique pour des associations, parce que c'est pas toujours tout à fait évident. Et on va rencontrer, du coup, il y a un nouveau représentant SAFER sur le secteur, qui nous a encouragé à venir le rencontrer. Donc on a une date de posée en septembre. C'est intéressant parce qu'effectivement sur la vente de parcelles, y compris sur nos demandes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi discuter avec lui de ce qu'on recherche et d'avoir un lien direct. Je peux juste compléter un truc. Bien sûr, ouais, c'est que à propos du foncier, on a effectué un certain nombre de visites cette année. C'est des particuliers qui nous contactent en général pour vendre soit les biens qu'ils reçoivent en héritage, soit les biens dont ils n'ont plus l'usage. Simplement sur toutes les visites qu'on a effectuées là cette année, donc à part la petite plantation de Douglas dont on a parlé, il n'y en a aucune pour laquelle on a donné suite parce qu'en réalité, l'asso elle a déjà plus d'une centaine d'hectares et
très souvent, ce sont des taillis jeunes ou dans des travers. Et ça, en fait, c'est un type de forêt qu'on a déjà beaucoup et qui demande beaucoup de travail et qui offre à court terme assez peu d'opportunités. Donc, c'est vrai que dans nos perspectives d'achat de foncier, on cherche aussi à aller vers des types de biens et de forêts qu'on n'a pas encore. Et en particulier qui sont peut-être plus faciles à exploiter parce qu'on trouve que ce côté de démonstration sur une exploitation vertueuse est très intéressante par rapport à nos objectifs. Donc voilà, en fait on a des sous de côté, on a des propositions, mais disons qu'on attend la bonne. Après, pour rebondir aussi sur ce que dit Sylvain et Marion, c'est que Fête et Racines, c'est aussi du maillage sur le territoire qui se crée, c'est aussi des réseaux d'adresses. Là, on voit qu'il y a un certain nombre de mails qui arrivent dans la boîte mail, soit de gens qui nous disent « j'ai cette forêt à côté de moi ». Là, dernièrement, c'était des gens autour de Neuvik qui nous disaient « nous, on va quitter le secteur, mais on va plus aller côté Cantal, on a un petit verger qu'on a planté d'1 hectare, ça pourrait être chouette que la sauce prenne ce lieu-là en main ». Voilà, en tout cas, on sent que sur le territoire, on est un peu plus reconnu, on a aussi un peu plus d'ancrage, que ce soit au niveau de l'ONF, que ce soit au niveau des municipalités, des privés, et ça permet de faire le lien. Fête et Racines, c'est aussi ça, c'est aussi un carnet d'adresses. Nous, on n'a pas vocation à être toute la filière bois dans le secteur, mais par contre, on connaît des bûcherons, on connaît d'autres scieurs, des gestionnaires forestiers qui bossent bien, des gens qui veulent acheter de la forêt et d'autres qui veulent en vendre. Et du coup, c'est aussi ça qui est en train de se créer à travers cette association-là sur le territoire. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ça permet de squeezer un petit peu les coupeurs de bois. Oui. Et donc à ce niveau-là, est-ce que des fois vous avez des manques, c'est-à-dire il y a des gens qui cherchent, et est-ce que vous n'auriez pas intérêt sur le site internet à faire une sorte de petites annonces en fait pour accélérer les mises en commun, on va dire que sur la vente de foncier forestier par exemple, c'est complexe de dire sur le site internet il y a un tel qui a eu tel héritage et qui vend telle parcelle à tel moment. Après, ça passe plus sur la boîte mail. Les gens qui recherchent des prestataires de services, des choses. Et il y a aussi le fait que, comme le disait Marion tout à l'heure à quelqu'un sur le stand de l'accueil, c'est qu'en fait, les contacts qu'on donne, en fait, faut qu'on les connaisse aussi. C'est tout le principe du réseautage. Bien souvent, on a travaillé avec eux, on sait comment ils travaillent. Voilà. Mais bien souvent, ça passe par la boîte mail, plus que par... Mais en tout cas, sur ta question, si c'était par exemple sur les forêts qu'on n'achète pas, nous, enfin qu'on a fait, on a quand même on a des membres qui se sont identifiés, enfin qui nous ont dit, moi je cherche de la forêt achetée. Donc à chaque fois qu'on a ce type de situation, on le renvoie sur cette petite liste de personnes qui recherchent de la forêt. Parce qu'effectivement, il faut faire des ponts. On avait même parlé d'un petit projet qui n'est pas encore abouti loin de là, mais où on donnerait des conseils de première lecture pour l'achat d'une forêt. On va y travailler, on n'est pas encore dessus, mais parce qu'on a souvent des questions simples. Les gens qui disent combien ça vaut une forêt, effectivement, on a eu ce genre de questions, etc. Bon, déjà, éviter les gros écueils. On va dire un débroussaillage facile pour des gens néophytes qui ne connaissent pas du tout la forêt, avant d'aller un peu plus loin. On va essayer de mettre ça en place. C'est un petit projet. Ça faisait partie un petit peu des dernières choses que je voulais vous parler. Donc c'est super. Mais c'est super. Moi je trouve ça très très bien. Le foncier forestier pour les et le foncier, voilà, c'est un petit peu le point. Moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, mais Sylvain, si tu veux faire un point sur parce que Fête et Racines aussi soutient certaines luttes contre des gros projets. Bon, ça c'était ma partie, c'était parler des luttes forestières, mais en fait, bien sûr, je peux vous donner quelques actualités sur ce qui se passe dans le Limousin,
Mais je me disais que peut-être j'allais commencer par réfléchir à pourquoi il y a des luttes forestières. Et donc j'ai écrit une petite chronique qui ne vaut pas grand-chose et qui n'engage que moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord pour être adhérent à Fête et Racines. Voilà. Et à la fin de cette chronique, peut-être que tout le monde sait, hein, mais pour ce qui s'est passé à Égletons et ce qui se passe encore à Guéret. Donc cet été, dans la presse dominante, Le Monde, Le Figaro, ainsi de suite, dont d'ailleurs j'ai mis un organigramme qui est issu du monde diplomatique pour savoir à qui appartient la presse dominante, quelques milliardaires, bref. Cet été, dans la presse dominante, sont parus des articles qui décrivent une situation soi-disant inédite depuis l'après-guerre. La société française deviendrait une société d'héritiers et de rentiers. C'est-à-dire que la position sociale est de plus en plus liée à la détention de capital et à l'héritage de capital. Les jeunes générations peinent à parvenir à la propriété sans héritage et peinent à parvenir au même âge que leurs parents à une situation similaire. Par contre, la presse aux ordres se garde bien d'analyser plus en profondeur ce phénomène, pour dire par exemple qu'il s'agit d'un processus de concentration du capital, qui caractérise un système économique que l'on nomme capitalisme, et auquel on peut aujourd'hui rajouter d'autres qualificatifs, par exemple capitalisme industriel, capitalisme mondialisé. Bref, la concentration du capital entre les mains de groupes industriels et des classes sociales plus avantagées se manifeste en ville, où les centres-villes inabordables sont purgés des petites gens, comme à la campagne, où l'accès aux fonciers et aux outils de travail est plus difficile que jamais pour des gens sans capital, comme dans le monde du travail, où les indépendants disparaissent face à la pression des normes et aux capacités d'investissement des grands groupes. Ce que la presse évoque sans le nommer, c'est une société à deux vitesses. D'une part, celle qui possède et hérite, d'autre part, celle qui ne possède pas et qui enrichit la première. Alors pourquoi je vous parle de ça? Quel est le rapport avec Fête et Racines? Quel est le rapport avec la forêt? Comme on aime le dire à Fête et Racines, la forêt est à l'image de la société. Dans une société industrielle, la forêt paysanne est à l'abandon et ne fait plus vivre la multitude d'artisans autonomes et de petits propriétaires de leurs outils de travail. La forêt devient industrielle. Elle est façonnée selon les besoins de l'industrie, ses besoins en énergie, je parle de la filière bois-énergie, ses besoins en palette pour l'industrie mondialisée, ses besoins en bois traité pour la construction. Et le foncier forestier, depuis les années 2010, les sociétés d'assurance, les banques et les acteurs de la finance représentent une part croissante des acquisitions de forêts. Voici donc aussi que se profile la forêt à deux vitesses. Celle qui produit pour les grands groupes de l'énergie et de la construction, et celle qui se vide de ses usagers. Fête et Racines, c'est à la fois modeste et ambitieux. Modeste car à la hauteur de nos moyens. Ambitieux car avec d'autres qui y habitent, d'autres adhérents, adhérentes, paysans, paysannes, artisans, artisanes, et d'autres partenaires, nous pensons que c'est en investissant les bois que nous pourrons les garder, les préserver et les transmettre. Voilà. Donc pourquoi est-ce que des gens luttent, pourquoi est-ce que des luttes forestières ont lieu? Finalement, ces luttes forestières ne sont pas vraiment distinctes de luttes contre d'autres projets d'accaparement du territoire et d'autres projets industriels. Et cette année, on a été, donc forcément, par rapport à nos positionnements associatifs, on est en lien avec ces luttes, et en particulier, je peux vous donner quelques actualités sur la lutte qui a opposé les riverains de la SAS Farge à Égletons à l'industriel Pifto. Pifto, c'est un industriel vendéen qui a une scierie en Vendée, une scierie en Pologne et une scierie à Égletons, qui avait pour projet d'agrandir son usine pour construire un parc agrumes automatisé pour pouvoir augmenter la cadence. Eh bien, en fait, dans son projet, Pifto s'est appuyé sur la communauté de communes d'Égletons, qui avait déclaré d'utilité publique le projet de l'industriel, qui avait utilisé cette déclaration d'utilité publique pour exproprier les riverains et riveraines, en particulier une personne âgée de 84 ans,
qui habitaient dans sa maison. Comment? Et des agriculteurs. Et des exploitants agricoles qui travaillaient ces terres. Eh bien, il se trouve que la ténacité de ces personnes a payé, puisque ont été jugées illégales tout un tas de décisions de la Comcom, à savoir la déclaration d'utilité publique, entre autres. Et la grande nouvelle récente, c'est que ces personnes vont retrouver l'usage de leurs biens. C'est-à-dire que l'acte d'expropriation a été jugé illégal, et donc ça ouvre ensuite à des dommages et intérêts, et ainsi de suite. Mais toujours est-il que la communauté de communes s'est lourdement vautrée dans cette histoire, aux grandes dames des contribuables de la commune. Et des riverains, j'en fais partie. Voilà, alors après, comme on dit, c'est que si la méga série ne se fait pas ici, elle se fera sans doute ailleurs, parce que le contexte est celui que j'ai voulu évoquer dans la brève. Voilà, ça fait aussi écho au mouvement qui se constitue à Guéret en opposition à un projet d'usine à pellets. Alors là, c'est vraiment un projet industriel autour du bois énergie, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où le monde forestier et le monde agricole sont de plus en plus poussés à être producteurs d'énergie. Donc la forêt n'y réchappe pas, et en l'occurrence, c'est une usine qui a pour projet de broyer du bois pour en faire de la biomasse. Voilà. Et donc, ça implique derrière une gestion forestière où il y a, traditionnellement, si vous voulez, les sous-produits le bois d'œuvre, c'est ce qui crée plus de valeur ajoutée, et puis ces sous-produits, ça part en dernier recours au bois énergie. Et là, cette tendance s'inverse, et elle continuera à s'inverser tant que les forêts sont désinvesties par leurs usagers, habitants, riverains, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on a monté ce compte. Merci Philippe. Et ben, je vais conclure pour tout le monde parce que je vois que David est arrivé avec le matos pour la projection. Projection qui est prévue pour 17h, donc en fait il va avoir besoin d'un peu d'espace pour se mettre en place, mais on peut continuer les échanges informels là, et puis voilà, sans ordre du jour. En tout cas, merci à tout le monde. Ouais.